le plaisir est pour nous de vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision, une pensée en écrit. 27 km de route seront réhabilités à Kinshasa grâce à l'appui du gouvernement central. C'est l'une des résolutions de la séance de travail qui a eu lieu le mardi 27 août 2024 entre le ministre des Finances Doudou Fwamba et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, qui lui a présenté les plans d'action. Un accent particulier sera mis sur le suivi dans l'exécution de ces travaux d'ici la tombée de pluie. Suivez. À l'approche de la saison de pluie, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likoundé, a annoncé la réhabilitation de plusieurs avenues de la capitale congolaise. Cette décision a été prise à l'issue d'une séance de travail qu'il a présidée le mardi 27 août 2024 dans son cabinet avec le gouverneur de la ville de Kinshasa et son équipe. Cette séance de travail est consécutive aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du rayonnement de la ville-province de Kinshasa un enjeu majeur de ce quinquennat. Ainsi qu'il a instruit le gouvernement à envisager des possibilités d'apporter des subventions, des transferts à la ville pour qu'elle fasse ce qui est nécessaire pour rendre cette ville plus propre et il se présente aujourd'hui. Et pas plus tard que la semaine passée, son Excellence, Madame la Première ministre du gouvernement, avait réuni une grande équipe du gouvernement autour d'elle pour essayer d'explorer les voies et moyens d'apporter les concours à la ville-province de Kinshasa dans cet objectif d'atteindre les orientations ou de réaliser les orientations du chef de l'État. C'est consécutivement à cet état de choses que le gouverneur de la ville nous a approchés après ces séances de travail pour essayer d'examiner ensemble la faisabilité et l'apport que nous pouvons mettre à leur disposition en ce qui concerne l'assainissement de la ville. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a quant à lui loué le soutien du gouvernement central afin d'accompagner la ville dans ses objectifs de faire rayonner Kinshasa. Nous étions pour le ministre des Finances pour présenter notre plan qui consiste justement à l'assainissement, au curage de rivières et caniveaux, ainsi que la mise en état de notre voirie et construction plus réhabilitation. Donc la démarche a été bien reçue auprès du ministre des Finances qui est justement aligné là-dessus par l'accompagnement justement de cet appui par le gouvernement central. Et nous sommes très contents parce que au sortir d'ici, le ministre nous a assuré et promis qu'il déjà il y aura un appui au titre d'assainissement, il y aura un appui au titre de curage des rivières parce que nous allons commencer d'ici là la saison de pluie et il y a des pluies torrentielles qui commencent, nous estimons par cet appui les Chinois seront à l'abri des inondations et des morts qui s'occasionnent à cela. Et en termes de la voirie, qui s'articule autour de 27,2 km qui sera mis dans cette position d'extrême urgence. Il y a aussi un appui qui a été confirmé par le ministre et nous sortons non seulement fiers mais heureux de comprendre qu'au niveau central, il y a un regard particulier sur cette ville qui reflète justement l'image de notre pays et qui est aussi le siège des institutions. Les travaux de réhabilitation concerneront les chaussées jugées urgentes, notamment les avenues Kabinda, Assosa, Kalembelembe, ainsi que d'autres segments de la ville, dont Bokassa. Ces initiatives visent à améliorer les infrastructures routières avant l'arrivée de pluie afin de faciliter la circulation et de prévenir la dégradation causée par les intempéries. Et puis dans les chapitres sécuritaires, les forces armées de la République démocratique du Congo ont remis 49 ex-otages de ZADF à la société civile de Béni le mardi 27 août 2024 au Nord Kivu dans l'est de l'RDC. Parmi ces 49 ex-otages, on compte 16 femmes, 24 enfants, 3 jeunes garçons et 6 combattants Maïmaï qui se sont rendus à l'armée. Ils ont été remis à la société civile qui a la charge de les ramener dans leurs familles respectives.
À en croire l'armée congolaise, ces ex-otages ont été extraits des griffes des ADF il y a de cela 6 mois. Pour y arriver, les FARDC, appuyés par l'UPDF, l'armée ougandaise, ont dû mener d'âpres combats dans la région de Beni et Lubero contre les terroristes des ADF. En ce jour de leur remise à la société civile, ils étaient émus de joie. La cérémonie a eu lieu en présence des partenaires dont la MONUSCO et Ukweli Defection Committee. Les 24 enfants bénéficieront de la réinsertion à travers la section enfants de la mission onusienne. Nous venons d'assister à la remise d'otages, otages capturés et quelques combattants Maï, la société civile représentée par Ukweli Defection Committee et également les enfants à la MONUSCO. C'est des personnes qui ont été kidnappées pour certains, d'autres étaient déjà dans les rangs de l'ADF comme dépendants et ils ont été extraits par les forces de la coalition. Il y a de cela plus ou moins 6 mois. Il fallait que le service travaille pour les trier et les distinguer afin qu'on puisse les remettre officiellement aux structures qui sont adaptés à leur réinsertion. La ville de Beni et ses environs ont souvent été les théâtres des massacres attribués aux présumées forces démocratiques alliées, une rébellion d'origine ougandaise affiliée à l'État islamique. La tentation est donc grande de se venger contre les ex-otages qui étaient au service de ces groupes terroristes. C'est ainsi qu'à l'occasion de cette cérémonie de remise, la population a été appelée à bannir la justice populaire pour permettre à ceux qui peuvent être réinsérés de l'être sans subir la vindicte populaire. Nous devons, n'est-ce pas, les accueillir, mais encore, nous devons continuer, n'est-ce pas, à sensibiliser notre population pour l'accueil et la protection de ces personnes. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. C'est par la force qu'ils ont été amenés en brousse. Mais encore une fois, je réitère ce que le colonel a dit, c'est que nous tous, nous devons adopter. Nous devons refuser encore de collaborer avec l'ennemi. Ces otages s'y sont réjouis de la libération. Cette cérémonie empreinte d'émotion et d'espoir marque non seulement un nouveau départ pour les rescapés, mais également un appel à la paix et à la réconciliation dans une région encore meurtrie par des années de conflit. Toujours en sécurité, la police nationale congolaise est en atelier depuis le mardi 27 août 2024 à Kinshasa, à l'ouest de la République démocratique du Congo, pour revoir sa loi de programmation 2025-2029. L'actualisation de cette loi va permettre à la PNC de répondre aux défis actuels qui se présentent devant elle. Les travaux se déroulent au ministère de l'Intérieur où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani-Louko, a ouvert les travaux de cet atelier. Le patron de la territoriale tient à une police formée, capable de relever les défis sécuritaires du pays. Les experts du comité de suivi de la réforme de la police sont sur une même table pendant 2 jours, soit du 27 au 28 août pour l'actualisation de la loi de programmation 2025-2029 de la réforme de la police. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a confirmé que la réforme de la police et de l'armée constitue une priorité pour le gouvernement congolais. Engagé dans ce processus, il est indispensable d'actualiser le projet de loi de programmation élaboré et transmis depuis 2002 à la commission des lois du gouvernement. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je suis heureux de vous recevoir dans cette salle de réunion du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, cadre choisi pour abriter les travaux d'actualisation de la loi de programmation 2025-2029 portant mise en œuvre de la réforme de la police. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est résolument engagée depuis plus d'une décennie dans la réforme du secteur de sécurité dont la police et l'armée constituent le socle.
Le plan d'action quinquennal présenté comprend 3 axes stratégiques, notamment le renforcement du cadre institutionnel, la professionnalisation et la redevabilité. Il permettra aux policiers de relever les défis sécuritaires. Cette initiative vise à améliorer la gouvernance et la stabilité du pays en renforçant les capacités opérationnelles et la responsabilité de ces institutions essentielles. L'engagement continu de la République démocratique du Congo dans ce processus de réforme démontre sa volonté de renforcer les institutions de sécurité pour répondre aux défis complexes et aux menaces actuelles, tout en garantissant le respect des normes internationales en matière de droits de l'homme et de bonne gouvernance. Pour la mise en œuvre de la réforme de la police, un cadre stratégique à long terme comprenant 19 objectifs en rapport avec les problèmes identifiés lors du diagnostic de la police existe et constitue la vision de la réforme. Il a été décliné en plan d'action périodique, à savoir le plan triennal de 2010 à 2012, le plan d'action quinquennal de 2012 à 2016 et le plan d'action quinquennal de 2020 à 2024. Les conclusions de cet atelier vont être soumises à la commission des lois du gouvernement avant d'arriver sur la table du président de la République pour promulgation. En justice, le procureur Henriqui mardi la peine de mort contre 50 personnes, dont 3 Américains, pour ce que l'armée congolaise considère comme une tentative de coup d'État au début de l'année. Le procureur militaire, lieutenant-colonel Innocent Radjabou, a exhorté le juge à condamner à mort tous les accusés, à l'exception d'un accusé qui souffre de problèmes psychologiques. Commentaire de Diane Bonga. Les accusés dont le procès s'est ouvert en juin sont poursuivis de plusieurs chefs d'accusation dont beaucoup sont passibles de la peine de mort, notamment des terrorismes, de meurtres et d'associations de malfaiteurs. 6 personnes ont été tuées lors de la tentative de coup d'État raté menée par l'opposant peu connu Christian Malanga en mai dernier qui visait le palais présidentiel et un proche allié du président Félix Tshisekedi. Malanga a été mortellement abattu pour avoir résisté à son arrestation peu après avoir diffusé en direct l'attaque sur les réseaux sociaux, a déclaré l'armée congolaise. Le fils de Malanga, Marcel Malanga, âgé de 21 ans et citoyen américain, ainsi que 2 autres Américains sont jugés pour leur rôle présumé dans l'attaque. Sa mère, Britney Sawyer, a déclaré que son fils était innocent et qu'il avait simplement suivi son père qui s'est considéré comme le président d'un gouvernement fantôme en exil. Taylor Thompson Jr., 21 ans, s'est envolé pour l'Afrique depuis l'Utah avec le jeune Malanga pour ce que sa famille croyait d'être des vacances, toutes dépenses payées par le père Malanga. Les jeunes hommes avaient joué ensemble au football au lycée dans les banlieues de Salt Lake City. D'autres coéquipiers ont accusé Marcel Malanga d'avoir offert jusqu'à 100 000 $ pour le rejoindre dans un travail de sécurité au Congo. La famille de Thompson maintient qu'il n'avait aucune connaissance des intentions du père Malanga, qu'il n'avait aucun projet d'activisme politique et qu'il n'avait pas prévu d'entrer au Congo. Lui et les Malanga n'étaient censés se rendre qu'en Afrique du Sud et en Eswatini, a déclaré la belle-mère de Thompson. Benjamin Ruben Zalman Paulun, 36 ans, est le 3e Américain jugé. Il aurait connu Christian Malanga par l'intermédiaire d'une société d'extraction d'or créée au Mozambique en 2022, selon un journal officiel publié par le gouvernement mozambicain et un rapport de la newsletter Africa Intelligence. Plus tôt que cette année, le Congo a rétabli la peine de mort, levant un moratoire vieux de plus de 2 décennies, alors que les autorités s'efforcent de réduire la violence et les attaques militantes dans les pays. C'était un commentaire signé Diane Bonga. Une réunion technique de services œuvrant au niveau des frontières et des experts de ministères sectoriels a été organisée pour faire respecter les mesures gouvernementales interdisant l'entrée de 8 marques de farine de maïs en provenance de la Zambie contenant une substance toxique élaborée par un micro-organisme et responsable de la capacité à provoquer une maladie. Les détails dans cet élément de Laetitia Moulalou.
Voici les différentes marques de farine de maïs contaminées depuis la Zambie. Pour faire respecter la mesure du gouvernement interdisant l'entrée sur le territoire national de ces farines, leur consommation, commercialisation et distribution, les experts des ministères concernés dans l'agriculture, l'économie nationale, santé publique et commerce extérieur, mais aussi les représentants de l'Office congolais de contrôle, de la police nationale congolaise, de la Fédération des entreprises du Congo et l'Association des consommateurs des produits vivriers, tous membres de la commission sanitaire et phytosanitaire, se sont réunis en ce début de semaine autour du secrétaire général au commerce extérieur, Jules Mouilumbo, président de cette structure. Il a été décidé à l'issue de cette réunion stratégique que l'Office congolais de contrôle va procéder au prélèvement des échantillons des farines de maïs au niveau des marchés et entrepôts dans l'espace Grand Katanga pour se rassurer davantage, et ce, avant la mise en contribution d'un laboratoire certifié basé dans le Haut-Katanga. Pour se rassurer davantage, et ce, avec la mise en contribution d'un laboratoire certifié basé dans le Haut-Katanga. Tous les services concernés ont été instruits, chacun à ce qui les concerne, pour que de manière pratique tout soit mis en œuvre pour que ce produit ne soit pas consommé, que les produits n'entrent pas sur le territoire congolais. Nous avons profité de cette occasion également pour demander à tous les services de mener des enquêtes quant au stock dont disposent les principaux distributeurs, et le plus précisément dans la partie sud de notre pays. Rappelons que le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, réitère encore une fois son appel au respect de la réglementation sur des marchandises et invite la population congolaise à bannir la fraude sous toutes ses formes afin de préserver la nation des drames qui en découlent. Et pour terminer, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a entamé mardi une tournée en Afrique de l'Ouest avec une première étape à Nouakchott, en Mauritanie. Face à la hausse spectaculaire des arrivées des migrants aux Canaries, il cherche à inciter la Mauritanie, la Gambie et le Sénégal à intensifier leurs efforts pour limiter les départs vers l'Europe. Suivez. À cet effet, il prévoit de signer des accords facilitant l'arrivée des travailleurs de ces pays en Espagne pour de courtes périodes, répondant ainsi aux besoins de main-d'œuvre comme cela a déjà été fait avec le Sénégal. Nous allons signer une déclaration visant à renforcer notre collaboration en matière de sécurité et de lutte contre le crime organisé. Je tiens à remercier publiquement le gouvernement mauritanien et son président pour les efforts entrepris dans la lutte contre la migration irrégulière et pour la collaboration dans la lutte contre les réseaux de trafic d'êtres humains. C'est la seconde visite du dirigeant espagnol en Mauritanie cette année. En février, Pedro Sánchez s'était rendu dans ces pays aux côtés de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour annoncer une aide de 210 millions d'euros afin de freiner l'immigration. Entre le 1er janvier et le 15 août, les Canaries ont enregistré l'arrivée de 22 304 migrants contre 9 864 pour la même période en 2023, soit une augmentation de 126%. C'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi et aussi merci à toute l'équipe pour le concours rédactionnel. Retrouvez à 19h Bijou Lumuna pour la grande édition. Au revoir.